Écoutez, c'est un sujet qui pouvait difficilement mieux tomber, mais vous n'allez peut-être pas y croire si je vous dis que on a commencé à penser à ce webinaire-là avant l'inauguration de M. Trump en janvier dernier. On était déjà sur cette idée-là d'incertitude, d'inconnu, avec tous les changements envisagés au niveau municipal à Montréal, au niveau provincial, au Québec et au Canada. Et là est arrivée la situation tarifaire comme, je sais pas si une cerise sur le dessus, c'est assez fort, plus un tsunami de cerises sur le dessus. Et là, on se retrouve dans un magma d'inconnu, d'incertitude. Et la question des relations gouvernementales, la question des contacts, des rencontres, des avancées qu'on peut faire avec les élus, tout palier confondu, devient extrêmement cruciale. Puis, évidemment, chez Casacom, on a des clients dans tous les secteurs d'activité et je vous dirais, puis vous êtes probablement dans cette situation à différentes échelles de votre côté. Il y a un gros point d'interrogation suivi de questionnements du genre comment se préparer, comment éviter les faux pas, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends, est-ce que je bouge, est-ce que je consulte. Bref, beaucoup de questions. Puis, ce qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est un ensemble de réflexions, de bonnes pratiques, puis aussi de points de départ pour vous aider à passer à l'action puis à vous organiser. Parce que dans ce chaos-là qu'on sent, puis là, je fais référence beaucoup évidemment à la situation américaine, mais il y a une forme de chaos, d'incertitude ou d'inconnu à plus petite échelle, qu'on soit plus au niveau municipal, au provincial ou au fédéral, c'est un petit peu partout. Puis cette question-là, ben, des fois, ça peut nous immobiliser ou disons, nous mettre dans une posture où c'est plus difficile d'avancer. Donc aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être accompagné de 3 membres de notre équipe, trois experts qui, chacun dans leur créneau, cumulent énormément d'expérience du fédéral au provincial en passant au municipal. J'ai le privilège de les entendre à chaque jour. Je suis vraiment content que vous puissiez les entendre aujourd'hui et qu'ils puissent vous livrer leur lumière. Donc, il y a d'abord Jérôme Lucier, qui est vice-président Affaires publiques et durabilité, qui s'est promené entre le Sénat, le cabinet de l'opposition officielle à Québec et à la Caisse de dépôt et placement, entre autres impliqué dans les premières mesures lorsque Trump était dans son premier mandat sur la question des droits compensatoires. Donc, une expérience vraiment pertinente pour aujourd'hui, pour cette discussion-ci. Il y a Catherine Mounier également qui est avec nous, qui est directrice dans notre équipe, qui a beaucoup d'expérience au niveau de l'appareil fédéral, qui a notamment travaillé auprès de Mélanie Joly et qui, dans ses mandats, était notamment impliquée là, dans toutes les mesures d'aide aux entreprises durant la COVID. Et finalement, Daniel Tran, qui est très impliqué au niveau municipal, connaît très bien les rouages de l'administration montréalaise, entre autres œuvré durant la COVID au niveau politique, mais également en santé, puis au soutien aux entreprises. Donc, toutes des expériences, je dirais, qui sont assez près d'une certaine forme de chaos là, ou d'inconnu ou d'incertitude, alors qu'on souligne ces jours-ci le 5e anniversaire de la pandémie. Donc, très heureux que vous puissiez compter sur les lumières de l'équipe. Évidemment, il n'y a pas de livre de recettes aujourd'hui, il n'y a pas de solution toute faite. Il y a beaucoup plus des questions, des préoccupations que vous allez avoir, que je vais vous inviter à pouvoir nous partager au courant de l'exercice et un ensemble aussi de bonnes pratiques puis de points de départ pour vraiment partir peut-être ou accélérer votre réflexion dans ce contexte de grande mouvance-là. Donc, au niveau des prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va s'intéresser aux relations gouvernementales un petit peu plus de manière, disons, à haut niveau là, pour s'assurer qu'on est tous à la même page, qu'on parle tous le même langage. Puis après ça, on va plonger vraiment sur la première question qui nous occupe aujourd'hui. Comment ou qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte de grande incertitude-là? Comment on peut améliorer ce qu'on a, puis peut-être créer ce qu'on n'a pas encore? Comment on peut s'assurer de voir à partir la machine? Puis on va conclure avec quelques recommandations pour vous outiller, pour que vous puissiez repartir de ce midi webinaire lunch-là avec quelques idées, puis souhaitons-le aussi quelques réponses ou orientations par rapport aux préoccupations que vous avez. Fait que merci d'être avec nous, puis je laisse Jérôme ouvrir le bal. Alors oui, bonjour à tous, ravi d'être ici aussi. J'ai souri quand Jean-Michel a parlé d'une cerise sur le Sunday parce que j'avais plus en tête l'image d'une citrouille sur le Sunday quand il était question des tarifs. Je pense que ça décrit peut-être mieux et de façon plus dramatique l'impact que cette crise-là a pour beaucoup d'entreprises et pour la scène politique.
Donc, oui, comme introduction, écoutez, les gens qui assistent au webinaire aujourd'hui, je présume que c'est des gens qui savent un peu de quoi il est question quand on parle de relations gouvernementales, mais il y a quand même une utilité à partir de la base et offrir une petite définition. Pour moi, l'utilité de cette définition-là, c'est pas tant de définir le b.a.-ba des choses, mais plutôt d'insister sur le caractère très diversifié des relations gouvernementales. Ça ratisse large. Ça ratisse large parce que ça prend toutes sortes de formes. Quand on fait des relations gouvernementales, ça peut être de façon, je dirais, bilatérale si on parle, on a des rencontres avec des élus ou leur cabinet, mais ça peut être toutes sortes d'autres interventions. On a l'expérience des soumissions en commission parlementaire. Mes collègues parleront plus tard des prises de position publiques dans les lettres ouvertes ou d'autres communications publiques. Ça peut être des soumissions à des institutions publiques, fonctionnaires, etc., de tous les paliers de gouvernement et, dans tous les cas, avec tous les partis politiques aussi. Des fois, on fait l'erreur de penser que les relations gouvernementales, ça se fait uniquement avec le gouvernement ou le parti qui est au gouvernement, mais c'est une erreur. On aura amplement d'anecdotes de mon côté et des autres pour dire que des fois, c'est même plus stratégique de contourner le gouvernement et de s'adresser à d'autres partis, d'autres institutions. L'objectif des relations gouvernementales, bon, ils sont assez clairs. Il y a une certaine gradation dans les 3 points qui sont là. D'abord, je dirais la première utilité, c'est de se faire connaître, se faire comprendre. Donc, placer vos enjeux, vos préoccupations sur le radar des préoccupations gouvernementales ou politiques. Ensuite, si ce point-là est, disons, si vous avez bien réussi votre coup, vous serez respecté pour votre expertise et idéalement consulté. Ça, c'est la deuxième étape, c'est d'être, si on veut, reconnu comme un expert, reconnu comme un interlocuteur valable, qui a des points importants à apporter. Puis, l'ultime objectif, c'est que vos préoccupations, vos priorités, vos enjeux soient intégrés et finalement sincères dans les orientations politiques, les plans gouvernementaux, etc. Donc ça, c'est difficile de passer à la troisième étape sans avoir fait les deux premières. C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine gradation. Et là, on va passer à la prochaine diapo. Et je pense qu'on avait un sondage, à moins que... En fait, on va avoir des questions pour vous dans le chat. Donc, surveillez le clavardage. On va mettre dans les prochaines secondes une première question, puis on va vous inviter à venir répondre en continu, de sorte qu'on puisse rebondir, intervenir dans les prochaines minutes. Ah, voilà, je pense qu'il y en a une première qui Parfait. Donc, les gens pourront faire ça en parallèle. Mais si je poursuis... Donc, les relations gouvernementales en période de crise, évidemment, ça ne change pas la nature profonde des relations gouvernementales, le fait qu'il y a une crise, mais ça a certains impacts. Premièrement, sans surprise, les développements sont plus rapides. Certaines décisions ont des impacts majeurs. Là, je dirais que ça ne s'applique pas encore tout à fait dans le cas de la crise tarifaire, quoique, je viendrai. Mais je repense notamment au cas de la pandémie. Alors, évidemment, des décisions avec des grands impacts pour des entreprises, pour des industries complètes, qui ont été prises très rapidement du jour au lendemain. Et dans toutes les crises, les gouvernements, et nous tous, on agit sur la base d'une information qui est très partielle et on est obligé d'improviser. Et donc, je dirais qu'à la différence de la situation normale où le gouvernement aurait des mois pour, sur la base des rapports de ses fonctionnaires, avec toute la machine bureaucratique qui travaille derrière, accoucher d'un plan fini, etc. C'est plus difficile de s'insérer là-dedans parce que les choses ont été mûrement réfléchies. En période de crise, tout le monde improvise, tout le monde a une information partielle, donc ça peut des fois donner une influence disproportionnée à des gens qui arrivent de l'extérieur avec des idées nouvelles parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de plan ficelé du gouvernement dans beaucoup de ces cas-là. Qu'est-ce que les RG peuvent faire en période de crise? Évidemment, personne ne peut vous promettre qu'on pourra anticiper parfaitement ce qui va arriver au sud de la frontière. Je pense que le président Trump manie l'imprévisibilité comme un maître. Mais c'est sûr que plus collé vous serez sur les gouvernements, plus vous êtes dans la loupe, pour bien parler, plus vous serez à même d'anticiper un peu ce qui risque d'arriver.
peut-être d'influencer la prise de décision. En fait, tous les deux derniers points sont dans le mauvais ordre, là, je dirais, c'est d'être considéré par les gouvernements et idéalement de pouvoir influencer la prise de décision. Ce qui est toujours un peu l'objectif ultime quand on fait des RG bien faites. Prochaine diapo. Contexte actuel, ben, je ne referai pas l'histoire de la guerre tarifaire. On commence tous à être experts de la question. Évidemment, je dirais l'incertitude et l'imprévisibilité, en tout cas jusqu'à présent, je suis désolé de parler anglais, mais it's not a bug, it's a feature. Donc, je pense que le président Trump et l'administration américaine aiment maintenir un climat d'incertitude et d'imprévisibilité, voient ça comme une arme de négociation extrêmement puissante. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais en tout cas, clairement, on est pris avec ça. Pendant un certain temps, les gens ont imaginé que ces menaces-là pouvaient être du bluff, président qui improvisait, qui disait un peu n'importe quoi, mais je pense que de plus en plus, ce qui s'impose, c'est cette thèse qu'en fait, on est face à une volonté profonde de réformer les choses. Et donc, il va falloir prendre cette crise-là au sérieux. Ce qui est aussi clair, c'est qu'il n'y aura pas de solution mur à mur. Nous, moi, en tout cas, des interactions qu'on a eues avec des clients, avec des gens à qui on parle depuis quelques mois, il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises. Les stratégies sont pas les mêmes. Certaines sont liées à leur marché américain et obligées de faire des pieds et des mains pour le maintenir. D'autres ont des possibilités de diversification. D'autres se sentent menacées directement, d'autres indirectement. Mais dans tous les cas, en tout cas dans beaucoup de cas, le travail de RG va s'imposer et va permettre, c'est ça, d'essayer de dissiper un peu tout le bruit ambiant, essayer de comprendre éventuellement où les gouvernements s'en vont, comment on peut s'insérer dans ces plans-là. Il y aura assurément des plans au Québec et au Canada. Ce qui est clair, c'est que si cette crise-là finit par avoir l'ampleur qu'on pense qu'elle va avoir, les gouvernements des divers paliers vont intervenir avec des programmes de relance, des soutiens aux entreprises, aux organisations, et plus vous aurez réussi à vous manifester, apparaître, exister dans les préoccupations, plus vous serez à même là, de trouver des appuis essentiels là. Et ça vous permet de communiquer. Évidemment, toutes les entreprises, toutes les organisations, des parties prenantes, tout le monde se pose les mêmes questions. Alors plus vous aurez des idées claires, plus vous pourrez communiquer intelligemment. L'image à droite, c'est le lièvre et la tortue. On ne récitera pas la fable, même si ce matin, avec mes collègues, on essayait de voir qui s'en rappelait par cœur. Mais la phrase importante, c'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». On va revenir là-dessus. Les relations gouvernementales, c'est un travail continu. Ça prend plusieurs formes, on l'a dit. Il y a des entreprises au Québec, au Canada, aux États-Unis qui sont extrêmement efficaces et présentes. On peut en parler. Moi, je les ai vus à Ottawa, certaines industries. Je pense, par exemple, au secteur de l'énergie de l'Alberta qui est omniprésent à Ottawa, quoi qu'on en pense, et qui est très, très efficace pour réussir et intervenir dans tous les dossiers, sur tous les projets de loi, sur toutes les consultations, des événements, tout ça, ont des entrées dans tous les cabinets pertinents de tous les partis. Ils sont là. C'est pas tous les secteurs ni les organisations qui ont les moyens, je dirais, là, du secteur énergétique albertain. Mais beaucoup d'autres associations, des lobbies sont là, sont très présents. Et c'est sûr que ces gens-là ont une longueur d'avance quand ils ont commencé de longue date. Ils ont déjà leurs entrées, ils sont déjà sur leur radar. C'est pas une raison de ne pas le faire maintenant, mais c'est sûr qu'il faut pas voir ça, puis je sais que mes collègues y reviendront. C'est pas uniquement transactionnel. Il y a un entretien à faire de ces relations-là. Il faut exister sur du long terme. Et le dernier point qui était là, c'est pandémie contre tarif. Au moment où on se parle, même si les situations n'ont rien à voir, il y a des parallèles entre la pandémie dont on parlait et les contre-tarifs. Au moment de la pandémie, Jean-Michel en a parlé, Catherine en parlera, Daniel aussi, il y a eu une convergence forte et un tumulte dans les portes et des cabinets ministériels de beaucoup d'entreprises, de secteurs et d'industries qui cherchaient à éviter, dans certains cas, des mesures sanitaires qui pouvaient être désastreuses pour leurs industries. Dans certains cas, les exemptions ont été données ou pas, etc. Mais clairement, il y avait encore une fois des entreprises qui, du fait de leur relation établie, avaient une longueur d'avance. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un phénomène très, très similaire qui n'a rien à voir avec les fermetures sanitaires,
mais qui concerne en particulier les contre-tarifs. Parce qu'une des choses qu'on voit en ce moment, c'est que le gouvernement du Canada, pour répliquer aux tarifs américains, a décidé d'imposer ses propres contre-tarifs sur les produits américains. C'est tout à fait normal et légitime. Il y a un fort élan dans la population de vouloir répliquer à l'agression américaine, si on veut. Mais le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises, donc canadiennes, québécoises, se retrouvent à devoir payer, elles, des tarifs sur des importations américaines. Et dans certains cas, c'est assez dommageable ou menaçant pour les entreprises. Alors, on assiste à le même tumulte, à la même course vers Ottawa de plusieurs entreprises et industries qui cherchent justement à avoir des aménagements dans ce dossier-là. Alors, il y a des échos de la pandémie là. Je pense que c'est le moment, n'est-ce pas, où je passe la parole à ma collègue Catherine qui va vous enseigner de son expertise l'art d'optimiser ses relations gouvernementales. Oui, merci Jérôme. Puis juste avant que Catherine débute, je vous invite à merci pour tous ceux et celles là, qui nous ont donné leur lecture. Donc, entre fortement et modérément touchés, pour une majorité d'entre vous, du moins ceux qui ont communiqué via le clavardage. Si vous avez envie de nous partager ou de nous laisser un petit peu entendre quel est votre défi de l'heure dans le contexte, là, ce qui peut évidemment respecter là, toutes les questions de confidentialité, mais ça pourrait peut-être venir teinter ou appuyer certains des éléments que Catherine et Daniel vont nous partager, parce que là, on va rentrer dans le bout sur, OK, le contexte est là, il n'est pas simple, il est tout sauf simple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances? Catherine. Merci Jean-Michel, puis merci Jérôme. Mais là, je pense qu'on l'a entendu jusqu'ici, mais c'est sûr que les périodes d'incertitude comme celles qu'on traverse en ce moment, ça bouleverse assez fortement les relations entre les organisations, les entreprises et les gouvernements. Jérôme l'a mentionné, le climat imprévisible, les règles changent rapidement, les décisions sont souvent prises sous pression avec pas beaucoup de temps pour consulter tous les acteurs concernés. Puis je peux vous le dire, puis je pense que mes collègues abonderont dans le même sens, là, mais pour avoir travaillé au sein de différents cabinets à Ottawa, les moments d'incertitude sont autant, sinon plus chaotiques à l'interne qu'à l'externe. Non seulement il y a la rapidité de la prise de décision, il y a les informations qui sont seulement partielles souvent, mais il y a aussi la pression médiatique de prendre la bonne décision. Il y a des groupes d'intérêt qui, évidemment, chacun pousse son agenda. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Jérôme l'a touché rapidement. En ce moment, ce qu'on vit, c'est une opinion publique qui est très équipe Canada, fierté nationale, puis en coulisses de l'autre côté, on a des industries qui sont très inquiètes pour qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux économiquement. Donc, on voit un gouvernement qui est peut-être un peu pris entre la pression publique, pression médiatique, mais aussi réconcilier le tout avec les intérêts économiques. Donc, dans le contexte justement d'incertitude, il y a deux types d'organisations. Il y a ceux qui malheureusement peut-être subissent un peu plus les décisions, vont réaliser trop tard qu'un changement va les affecter. On doit se battre après coup pour essayer de ramer, pour influencer une décision ou un processus qui est peut-être déjà entamé. Puis, il y a les organisations, les entreprises qui ont su se positionner en amont. Fait que ceux qui ont des relations solides, qui sont vus comme des partenaires crédibles par les décideurs, puis avec qui le gouvernement veut travailler. Tu sais, si on prend un exemple assez concret des budgets gouvernementaux, que ce soit à Québec ou à Ottawa, là, à chaque année, à l'approche du budget, il y a des organisations qui arrivent à la dernière minute, qui essaient de se frayer un chemin pour essayer d'influencer les décisions, qui vont demander une rencontre avec le ministre, avec son équipe ou avec les fonctionnaires. Mais à ce stade-là du processus, là, la plupart des décisions sont déjà prises, les consultations ont eu lieu des mois avant, puis le gouvernement est plus en mode consolidation, validation. Mais là, on vous parle beaucoup du timing, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mettre certaines stratégies en place. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent « on aurait dû commencer plus tôt, on a pris du retard ». C'est vrai là, que plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais ça veut jamais dire qu'il est trop tard parce que même en période d'incertitude, on est capable d'aller corriger le tir, d'avoir un impact sur les décisions à venir. Si vous structurez votre approche, on est capable d'identifier des bons leviers puis de déployer des bonnes stratégies, on peut avoir un impact. Puis en plus, il y a une opportunité dans ce qui se passe en ce moment. On est dans un contexte préélectoral à presque tous les paliers de gouvernement. Donc, on est dans un environnement où les priorités peuvent changer rapidement. Un enjeu qui semblait fermé avant peut peut-être se réouvrir éventuellement. Donc, c'est important de savoir comment vous positionner puis qui mobiliser autour de vous. Puis, donc, dans le fond, de ce dont je vais vous parler, c'est un peu comment est-ce qu'on s'assure d'être écouté? C'est quoi la posture stratégique qu'on va vouloir adopter pour maximiser l'impact de votre entreprise dans ce cadre-ci?
Donc, on va parler de 4 stratégies essentielles, puis par la suite, mon collègue Daniel va vous parler un petit peu de comment on peut mettre ces stratégies-là en place concrètement et dès maintenant. La première, c'est l'idée de se positionner comme un acteur incontournable. Et en ARG, là, en relation gouvernementale, c'est pas seulement une question de contact, une question de réseau. Évidemment, connaître les bonnes personnes, ça va aider, mais c'est pas ce qu'on constate qui fait vraiment la différence à long terme. Ce qui va distinguer les entreprises, les organisations, c'est plutôt leur préparation, leur crédibilité, leur clarté quand ils ont des interactions avec les décideurs. On l'a dit, là, puis on va le redire, les gouvernements prennent des décisions dans un contexte de pression constante et encore plus en ce moment. Ils ont des centaines de demandes, ils ont des enjeux à gérer en simultané. Donc, ils n'ont pas le temps là, ni l'énergie de décoder des messages qui sont flous. Donc, si vous voulez être entendu, là, vous devez vraiment vous démarquer par la qualité de votre approche. Donc, quelques petits conseils sur comment on peut aller se démarquer là-dessus. L'idée d'avoir, ça peut sembler de base, là, mais l'idée d'avoir un message qui est cohérent et qui est clair. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est l'idée d'être capable de vous présenter rapidement, d'être capable d'expliquer qui vous êtes, pourquoi le gouvernement devrait vous écouter. Est-ce que si vous avez une demande, est-ce que la demande est claire? Est-ce c'est bien formulé? Bref, il faut vraiment, pour être pris au sérieux, il faut vraiment être capable de faire ça rapidement. Mais un bon message, c'est pas seulement bien formuler sa demande. Puis ça, c'est un élément là qu'on trouve hyper important. C'est l'idée que se positionner comme un acteur incontournable, c'est aussi se présenter comme une source d'information. Les élus, leurs équipes, là, ils sont pas experts de tout. On a beaucoup de clients, des fois, qui sont surpris quand ils ont une rencontre avec un employé d'un cabinet politique de constater que la personne ne partage pas leur connaissance de l'industrie au même degré. C'est normal. Cette personne-là a peut-être 15, 20, 25 dossiers différents à gérer. Donc, si vous pouvez vous positionner comme un expert, comme quelqu'un qui amène des faits, des analyses, des perspectives inédites, un pouls du terrain, si par exemple vous êtes une organisation qui a des membres à travers le Québec, ça, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de valeur pour les décideurs. Vous allez pouvoir vraiment vous démarquer. Puis même, le but ultime, c'est que vous deveniez une source de référence et puis que les décideurs pensent à vous avant même que vous ayez besoin de cogner à la porte. Une autre stratégie clé, c'est l'idée de travailler avec les bons interlocuteurs et à plusieurs niveaux. Une des erreurs fréquentes qu'on voit, là, c'est de concentrer toute son énergie sur les ministres. On va dire, on va aller au bureau du premier ministre, on va aller au bureau du ministre de l'Économie. Oui, les ministres prennent des décisions finales, mais ils sont vraiment pas seuls. Les politiques publiques là, sont vraiment beaucoup façonnés par soit les hauts fonctionnaires, même les directeurs de cabinet, chefs de cabinet au fédéral, ou les conseillers politiques directement. Donc, si vous travaillez pas avec ces acteurs-là en amont, ben on arrive un peu tard dans le processus. C'est arrivé souvent là qu'il y a des décisions qui sont pas mal ficelées avant même que le ministre s'en mêle. Donc, évidemment, si vous arrivez à ce stade-là, c'est un petit peu plus difficile de changer de cap. Donc, une organisation qui est capable de naviguer entre ces différents niveaux-là, vous allez maximiser vos chances d'être entendu. Puis, j'y arrive dans un instant, mais on parle pas pareil à toutes ces personnes-là. Donc, l'autre chose qui est super importante, c'est le côté de se placer dans la peau de votre interlocuteur. Je pense qu'un des aspects qui est le plus sous-estimé dans les relations gouvernementales, c'est l'adaptation du message en fonction de à qui vous parlez. Fait que oui, en termes de rôle, parce que par exemple, un ministre va peut-être être plus sensible au macro, aux impacts politiques, aux grands enjeux économiques, à la perception médiatique qu'une demande que vous faites, par exemple. Si vous parlez avec les fonctionnaires, ben eux, ils auront peut-être plus le côté « Hey, j'aimerais savoir là, vraiment c'est quoi les données. Est-ce que vous êtes capable de me faire une démonstration concrète de la demande que vous me faites? » Il y a plus ce côté-là. Mais on est toujours dans puis pardonnez mon anglicisme, le what's in it for them, d'être capable de parler leur langage, de se poser la question, qu'est-ce qui va les intéresser eux? Fait que oui, ça fonctionne autant dans la gradation des postes, mais ça fonctionne aussi dépendamment d'à qui vous parlez. Puis je dis ça parce que le gouvernement, là, à la base, l'intérêt public général devrait être un peu la base de ce qui les motive. Donc, quand vous pouvez lier vos demandes avec ce qui touche l'impact sur l'économie, le nombre d'emplois, la santé publique, la transition écologique, un peu de tout, ça, c'est toujours quelque chose qui va bien résonner. Mais il y a aussi un intérêt politique partisan à ne pas négliger. Puis, on va passer un petit peu de temps à parler aussi de l'importance de parler à plusieurs personnes, autant l'opposition que le gouvernement. Mais c'est de se poser la question,
qu'est-ce qui cadre avec le programme, soit du gouvernement ou de l'opposition? Qu'est-ce qui va être médiatiquement défendable pour eux? Donc, on parle vraiment de se mettre dans leurs souliers, puis d'avoir cette réflexion-là. Ça arrive, là. Il y a des dossiers qui sont écartés assez rapidement, même s'ils sont bien montés. C'est le côté, ben, si c'est quelque chose qui est contre une politique qui a été prise par le gouvernement, qui ne cadre pas avec le discours gouvernemental, qui, ceci étant dit, peut évoluer très rapidement au courant de 4 ans de gouvernement, ben, c'est là que vous avez un manque d'alignement. Donc, d'être capable d'aller se positionner là, c'est hyper important. Ceux qui prennent le temps d'analyser le positionnement du gouvernement puis qui arrivent avec des solutions bien adaptées ont beaucoup plus de succès. Catherine, voulais-tu que j'embarque à ce moment-là? Ouais. Oui, vas-y. Un élément, pour moi, ça fait un petit peu suite à ce que Catherine disait sur la question de se placer dans la peau de son interlocuteur. Moi, par expérience, j'ai vu ça plusieurs fois, des gens peut-être un petit peu moins expérimentés ou des groupes moins bien préparés qui vont rencontrer des élus, des parlementaires, des partis, des cabinets, et puis qui se contentent de dire « moi, je veux X ». Mais ça oublie 2 choses. Hein. Simplement présenter vos demandes, ça oublie 2 choses. La première chose que ça oublie, c'est que la job du gouvernement, en théorie, ce n'est pas de vous donner ce que vous voulez, c'est d'agir dans l'intérêt public et ou, comme disait Catherine, dans un intérêt partisan. Donc, c'est l'essentiel. Le gouvernement n'est pas là pour vous donner ce que vous voulez. Le gouvernement est là pour prendre des décisions qui bénéficient à la collectivité. Donc, il y a une importance cruciale à rattacher vos demandes à cet intérêt public général-là ou au minimum à l'intérêt politique du gouvernement. L'autre chose, c'est que quand vous arrivez, entre guillemets, et que vous dumpez un problème, désolé pour l'anglicisme encore une fois, mais quand on se décharge d'un problème sur un cabinet politique, en gros, on laisse ces gens-là, puis Catherine le disait, souvent avec moins de connaissances ou d'expérience que vous dans votre dossier, c'est eux qui ont toute la responsabilité d'essayer de trouver une solution à votre problème. Mais souvent, ils n'ont pas cette solution-là et partent régulièrement de plus loin que vous-même parce que connaissent pas l'industrie, connaissent peut-être même pas la loi ou les règlements ou la politique aussi spécifiquement qu'une entreprise ou une industrie qui est directement touchée. Et moi, ça, je l'ai vu en action, puis il y a des exemples célèbres aux États-Unis et ailleurs. C'est des gens qui, dans l'étude d'un projet de loi, dans une consultation sur un règlement, etc., vont pas se contenter d'arriver en disant « je veux sensibiliser mon interlocuteur à un enjeu ». Non, ils arrivent avec une solution concrète en disant « tel projet de loi, à tel article, à tel paragraphe, il faut ajouter tel bout de phrase après telle virgule ». Ça, pour un conseiller politique, pour un cabinet, pour un législateur, c'est infiniment plus utile, pratique, concret et applicable parce que ça donne vraiment de la matière avec laquelle travailler, puis ça suggère qu'il y a une solution possible et, entre guillemets, facile. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça ne veut pas dire qu'elle va être appliquée, mais ça va tellement plus loin dans la discussion que de simplement énoncer un problème et laisser la totale responsabilité à l'autre camp de trouver la solution. Ça prend plus de travail, par contre, ça, on peut vous aider pour ça, mais c'est sûr que faire ce bout de travail extra de non seulement présenter son problème, mais aussi une solution, il faut toujours faire avancer vos dossiers beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que c'est ça. Ça démontre que, oui, connaître les bonnes personnes, c'est important, mais c'est pas juste une question de qui vous connaissez. Là. Il y a un bon travail de préparation, de clarté, de crédibilité qu'on peut faire en amont là, pour vraiment optimiser nos chances de réussite. Puis là, je voyais dans le chat avec les réponses beaucoup de suivre et s'adapter aux décisions rapides. Là, genre, j'en ai vu quelques-uns, puis ça, on l'entend tous les jours. Les choses bougent très vite en ce moment. Donc, une autre des stratégies, c'est d'être capable d'anticiper le mieux possible. Puis, même si des fois, ça peut sembler le cas, là, les décisions gouvernementales sont jamais complètement imprévisibles. En tout cas, pas de notre côté de la frontière. Ils font partie de cycles politiques, de tendances, de pression sociale. Un gouvernement qui va annoncer une nouvelle réglementation l'a pas nécessairement décidé du jour au lendemain. Il y a soit eu des consultations, mais il y a peut-être eu aussi des signaux dans les discours politiques. Il y a peut-être eu des études qui ont été commandées par le gouvernement où on sait que le gouvernement va être très sensible aux résultats. Donc, l'information est souvent disponible pour ceux qui savent où chercher. Donc,
on n'est jamais capable d'éviter toute surprise, là, mais on est capable de peut-être se donner des moyens d'être prêt à réagir rapidement. La première chose, je sais que Daniel va avoir la chance de vous donner des petits conseils plus pratico-pratiques, là, mais c'est l'idée de garder un œil sur ce qui se passe dans votre industrie, dans votre secteur, d'être à l'affût des signes annonciateurs de changement, que ça soit un discours politique d'un ministre à la Chambre de commerce qui touche à votre domaine, que ça soit des documents budgétaires, des consultations publiques et tout ça, de rester à l'affût de ce qui se passe. Puis pas juste chez nous, mais aussi à l'international. Les gouvernements vont souvent s'inspirer de politiques qui sont peut-être mises en place ailleurs. Donc, d'être à l'affût de ça, c'est très important. Puis, comprendre aussi les cycles politiques. C'est important de savoir quand faire avancer un dossier, puis à quel moment votre demande a le plus de chances d'être entendue. Je dis ça parce que pensons à un début de mandat politique. C'est là que le gouvernement est en mode grande réforme, engagement structurant. Le gouvernement est plus audacieux. Là. On est plus prêt à écouter des propositions ambitieuses. Versus au milieu de mandat, là, on est peut-être plus dans de l'ajustement, plus ouvert au compromis. C'est peut-être un moment de venir corriger certains irritants ou venir obtenir des ajustements, par exemple. Puis, en fin de mandat, puis qui est la période où on est en ce moment pour bien des gouvernements, ben la réalité, c'est que ça devient électoral. On va vouloir aller prendre des décisions qu'on sait qui vont pouvoir plaire à une majorité de la population. Qu'est-ce qui est défendable politiquement? Donc, c'est vraiment pas là qu'on se lance dans un 180 dans nos politiques. Donc, de savoir et de comprendre ça, ça peut modeler comment vous approchez les décideurs, dépendamment de à quel moment on est dans le mandat. Donc, évidemment, si vous avez une grande réforme de fond à présenter, ben, on va viser plutôt le début du cycle parce qu'on va vouloir influencer ça dès le début avant qu'il y ait des politiques figées. L'autre élément important, là, c'est l'idée que, ben, évidemment, l'incertitude, ça fait partie de la game. Les gouvernements changent d'avis, ils ajustent leurs priorités, on revoit des engagements, il y a des pressions externes, bref, ça bouge beaucoup. Fait qu'avoir un plan unique, là, c'est pas optimal, c'est même risqué. On contrôle pas ce qui va se passer. Donc, s'il y a un enjeu qui vous concerne, puis je pense que c'est le cas, je voyais dans le chat une majorité d'entre vous là, qui est préoccupée par la situation actuelle, c'est d'avoir déjà envisagé plusieurs options. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une politique gouvernementale qui peut vous toucher, si le gouvernement va de l'avant avec la mesure, ben, se demander c'est quoi les plans pour minimiser les effets, proposer des ajustements au gouvernement, par exemple. Si la mesure est retardée ou modifiée, là, c'est un peu là-dedans qu'on est en ce moment, il faut être prêt à réajuster votre message, préparer des plans ABC, identifier des nouvelles opportunités, mais votre message devrait toujours s'adapter à où on est dans la situation. Puis, si les mesures sont abandonnées, puis ces jours-ci, je vous dirais rester attentif parce que les enjeux qui sont écartés temporairement reviennent sous une autre forme plus tard, là, puis on est un peu dans ce jeu-là en ce moment. Mais bref, c'est l'idée de tout de suite penser à vos plans ABC parce qu'on est vraiment dans ce contexte très incertain, évidemment. Puis par la suite, la troisième stratégie qu'on voulait vous parler, c'est l'idée de mobiliser efficacement vos alliés, mais aussi votre image publique. Parce que en relation gouvernementale, avoir raison, malheureusement, ça ne suffit pas. Pour qu'un enjeu soit pris en compte par un gouvernement, il faut que vous et votre enjeu, vous soyez visibles, crédibles et idéalement portés par plus qu'une personne. On voit souvent les RG, les relations gouvernementales, et les RP, les relations publiques, comme deux disciplines qui sont distinctes. Nous, on le voit tous les jours, là, c'est vraiment deux disciplines qui sont extrêmement complémentaires. Une organisation qui est capable de bien gérer son image publique, qui mobilise les bons alliés, qui sait attirer l'attention médiatique sur son enjeu, ben vous vous placez vraiment en position de force dans vos décisions avec les décideurs. Je suis sûre que mes collègues peuvent en témoigner aussi, là, mais la première chose que tous les employés politiques font le matin, c'est faire une vigie de l'actualité. Et les bureaux politiques sont extrêmement sensibles à l'actualité médiatique. On reçoit la vigie à 6 heures le matin, puis c'est la première chose qu'on regarde. Donc, si vous existez dans l'espace médiatique, vous pouvez être un peu une petite épine dans le pied des ministères et des ministres dont vous voulez faire bouger quelques petites choses. Fait que pour avoir du poids, il faut qu'on travaille notre présence dans l'espace public. Puis il y a deux stratégies clés, là, il y en a beaucoup plus que ça, là, mais je vais m'attarder juste à deux. La première, c'est le côté alliance stratégique. Si votre message est porté par plus qu'une personne, vous gagnez vraiment en crédibilité, vous devenez difficile à ignorer pour le gouvernement. Fait que ça soit d'autres entreprises qui partagent
un peu comme vous la même demande, ou si ça c'est peut-être des experts qui sont capables de venir appuyer ce que vous dites. Un chercheur émérite, par exemple, pourrait devenir aussi un porte-voix, un porte-parole de votre cause. Mais bref, quand on est capable de montrer qu'il y a un consensus, ben c'est sûr que ça devient plus intéressant pour le gouvernement. Puis l'autre chose, ben c'est le côté présence publique. Travailler son positionnement médiatique, être proactif, pas nécessairement juste dans une perspective de revendication, mais dans une posture d'expert, d'information, d'exister dans l'espace, de contribuer au débat public sur les grands enjeux sociétaux. Quand on est capable d'avoir ça, de générer du soutien populaire, de susciter des réactions, ben c'est sûr qu'on a plus de chances de faire bouger les choses. Et un petit truc aussi qu'on constate fonctionne très bien, là, c'est le côté de mettre un visage sur les enjeux. On dit ça parce que si, par exemple, vous êtes un syndicat, ben oui, c'est sûr qu'il y a des demandes qui peuvent sortir du bureau chef, mais de faire sortir des membres, de pouvoir montrer des conséquences réelles d'une décision politique avec humaniser l'enjeu, là, ça a beaucoup, beaucoup de poids aussi. Donc, ne pas hésiter à prendre ça en compte dans vos stratégies, d'être capable de mettre un visage sur l'enjeu. Bref, tout ça pour dire qu'un bon positionnement public, là, ça peut vraiment forcer un gouvernement à agir en votre faveur, même s'il n'y en avait pas nécessairement l'intention de le faire à la base. Puis, je pense que vous avez une petite question dans le chat à laquelle vous pouvez répondre qui touche un peu à ce que je viens de dire, là, le côté RP pour RG, donc d'utiliser les médias pour faire avancer un dossier de relations gouvernementales. On était curieux de savoir si certains d'entre vous l'avaient déjà fait, puis quel a été le résultat. Donc, vous pouvez répondre dans le chat ici. Je vois déjà quelqu'un qui dit oui, puis ça a eu un impact positif sur la démarche. Vraiment, là, quand c'est bien pensé, quand c'est bien exécuté, ça peut avoir un très grand impact, même pour les entreprises et les associations qui préfèrent d'habitude peut-être une approche plus discrète. Il y a des façons de le faire sans que ça soit trop frontal. Donc, voilà. Et puis, finalement, la dernière stratégie qu'on voulait vous soumettre, puis Jérôme l'a touché d'entrée de jeu, là, mais les relations gouvernementales, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Trop souvent, là, une erreur qu'on fait, c'est que les organisations vont avoir vraiment une approche très transactionnelle. On cogne à la porte quand on a un problème à régler. Après ça, on disparaît pendant 6 mois. Puis là, hop, on a une autre demande, on recogne à la porte. C'est vraiment pas une approche optimale si vous voulez avoir une influence réelle là, à long terme. Vous voulez pas être l'acteur inconnu qui se présente toujours avec des problèmes. Puis je pense qu'on a déjà donné quelques pistes pour aider à ça. Tu sais, Jérôme l'a mentionné, la posture de solution aussi, c'est très, très, très important. Donc, on veut pas se limiter à des revendications à court terme. Vous voulez pas être perçu comme un acteur opportuniste. Vous voulez pas non plus frapper à la porte trop tard parce que les relations gouvernementales, c'est aussi d'avoir du inside baseball, d'avoir quelques petits signaux aussi qui peuvent vous aider aussi. Donc, je sais que Daniel va vous parler de ça dans quelques instants. Comment est-ce qu'on peut être tactique là-dessus? Mais bref, très important là, d'avoir cette idée d'influence durable. Puis, le dernier élément, bon, comme vous le savez, les gouvernements changent, mais les enjeux restent. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui peut-être se concentrent un petit peu trop sur le parti au pouvoir en misant vraiment toutes leurs cartes là, sur les ministres en place. Mais malheureusement, c'est une erreur stratégique parce que c'est important d'établir des relations avec l'ensemble des partis. Puis pourquoi? Ben, la raison la plus simple, c'est sûr qu'il y a une élection qui peut tout faire basculer. Là, ce qui était une priorité pour un gouvernement n'est peut-être pas pour un autre. Mais aussi, les dossiers complexes, là, je pense par exemple au logement. C'est un enjeu qui est touché par tous les partis politiques. Donc, de les sensibiliser à ça, c'est super important. Puis même, il y a aussi l'idée comme quoi un bon relationnel avec l'opposition, ça peut même aussi vous permettre de mettre de la pression sur le gouvernement en place. Puis je pense que Jérôme, tu avais un exemple là-dessus sur le côté de bien utiliser l'opposition pour faire valoir ses revendications. Oui, ben c'est une anecdote, puis mais c'était dans le cadre d'un projet de loi sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à Ottawa, qui était sur le travail forcé, le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Le projet de loi, évidemment, visait à interdire ça.
Avant que j'arrive, il y a des gens très intelligents qui avaient réussi à essentiellement faire en sorte que l'appui à ce projet de loi-là soit inscrit dans la plateforme électorale tant du Parti libéral que du Parti conservateur. Et ça, c'était avant qu'on connaisse les résultats des élections, évidemment, des dernières élections. Et finalement, au bout du compte, le fait que ce travail-là a été fait de telle sorte que l'appui à cette idée-là soit dans les deux plateformes des deux principaux partis, ça a considérablement aidé le passage du projet de loi. Au final, ce projet de loi est passé avec l'appui des libéraux et des conservateurs, alors que le Bloc, le NPD et les Verts ont voté contre, parce qu'ils voulaient tous aller en fait plus loin que le projet de loi. Mais, je veux dire, les deux partis principaux étaient un peu pris avec leurs engagements préalables. Et ça a été très, très utile, donc, dans ce cas-là, d'aller chercher des appuis diversifiés parce qu'on n'aurait pas réussi à faire passer le projet de loi avec seulement un parti. Donc, ça renforce cette idée que de distribuer ses appuis et ses interventions, c'est très utile. Oui, merci Jérôme. Je pense que ça met l'emphase sur le fait qu'un enjeu qui est repris par plusieurs partis, mais veut pas, ça devient un sujet qui est incontournable dans l'espace public. Donc, ce qu'on voulait que vous reteniez de cette idée-là, c'est qu'évidemment, maintenons des relations avec le plus d'acteurs stratégiques. On veut pas non plus s'éparpiller. On peut vous aider avec ça à bien cibler à qui on veut parler, mais l'idée de parler au plus de gens possible, c'est super important. Puis, l'idée de pas être dans une posture transactionnelle. Puis tant mieux pour vous si vous n'êtes pas dans cette situation-là en ce moment, si vous n'avez pas de demande, mais c'est quand même le temps de commencer à jeter les bases et à construire des liens avec les décideurs. Encore plus si vous êtes dans une posture privilégiée en ce moment, parce que vous pouvez justement aller construire cette fondation-là. Donc, sans plus attendre, mon collègue Daniel va nous parler un petit peu de comment appliquer ces stratégies-là de maintenant. Merci beaucoup, Catherine. En fait, là, on commence à recevoir plusieurs commentaires des gens sur les stratégies de lettres ouvertes et tout. Moi, je pense que je vais revenir un petit peu. Catherine parlait tantôt de l'importance d'avoir des relations. Et là, parfois, on se met dans un mode de relation transactionnelle, mais pour bâtir une relation qui est vraiment pérenne et durable dans le temps, il faut se rappeler, dans le fond, ces gens qui sont au gouvernement ou dans les administrations publiques, c'est des humains avant tout. Puis, si je vous disais, par exemple, hey, vous allez sur une date, puis vous demandez déjà à la personne devant vous combien d'enfants as-tu, combien t'as dans ton fonds de pension, il y a des chances que votre date aille vraiment pas bien. Hein? Mais c'est un petit peu la même chose lorsque vous avez cette discussion avec les différentes personnes dans les différentes instances. Et moi, ça me fait penser, parlant de date, justement, à Jim Hightower, qui est un ancien activiste et ancien commissaire à l'agriculture du Texas, qui disait, si vous ne prenez pas votre place à la table, vous risquez d'être au menu. Puis ça, c'est important de se rappeler parce que là, on est dans une situation de multicrise. Oui, il y a la crise avec les droits de douane actuellement, mais il faut se rappeler aussi, là, il y a eu le livre d'Alec Castonguay, Le printemps le plus long, qui parle de la pandémie, puis il y a le documentaire qui est sorti dernièrement aussi. Sinon, on peut remonter dans le temps aussi, il y a eu la crise économique de 2008. En plus de ça, s'ajoute à la crise environnementale actuelle. Donc, on est dans une situation de multicrise et il ne faut pas oublier tous les réflexes et les bonnes pratiques que vous avez développées tout au long de votre carrière pour votre organisation. Mais là, la question se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la citation qui me vient actuellement, c'est un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Bien, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors vous, dès maintenant, il y a des actions très concrètes que vous pouvez faire dans votre quotidien pour déjà améliorer votre sort, mais également aussi tenter de vous rapprocher dans votre rôle avec les décideurs publics. Et la première chose à penser, c'est cartographier les acteurs clés. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez faire, mais il faut garder en tête aussi, ce n'est pas juste vous, là. Vos interlocuteurs au niveau des gouvernements et des administrations, c'est la même chose. Eux autres, avant une conférence de presse, avant de faire tout changement, que ce soit dans les projets de loi, projets de règlement, mais il faut qu'ils regardent si c'est quelque chose qui va répondre aux besoins et si les gens vont saluer leur démarche aussi. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire avant même que ça sorte, c'est s'assurer qu'il y a un arrimage avec les décideurs clés. Et dans votre cas, si vous voulez bâtir votre crédibilité et être consulté avant que ces genres d'annonces sortent, c'est pour ça que c'est important dès aujourd'hui d'agir et de vous faire connaître auprès des différentes instances politiques. Des choses que vous pouvez faire très concrètement aussi, c'est regarder
c'est quoi les calendriers politiques et législatifs? Parce que peut-être que vous avez un projet que vous voulez pousser en date d'aujourd'hui, mais peut-être que le moment où est-ce que tout ça va être étudié va être dans 2 semaines, 1 mois, selon les différents items à l'agenda. Par exemple, si je pense à la Ville de Montréal, il y a différentes périodes de commission que vous pouvez, en tant qu'organisation, également déposer des mémoires aussi. Et les mémoires, c'est super intéressant comme instrument parce que non seulement ça vous permet aux gens d'avoir votre point de vue en tant qu'organisation qui va influencer les politiques publiques, mais également aussi l'inverse, lorsque les décideurs vont essayer de réfléchir et de dire qu'est-ce que cette organisation a déjà dit sur tel sujet? Bien, si votre mémoire est disponible en ligne, bien là, votre position reste de manière intemporelle aussi. Et le plus important, vraiment analyser les priorités gouvernementales. Parce que si vos priorités ne sont pas en lien, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça va être très difficile de faire cheminer vos priorités dans les différentes instances. Mais là, comment est-ce qu'on peut mobiliser les alliés? Catherine en a mentionné un petit peu, mais de manière très pratico-pratique. Oui, il y a tout ce qui est la prise de parole dans les médias, les événements, mais tu sais, j'entends parfois des anecdotes là, de gens qui disent « Oui, j'ai parlé au ministre à tel cocktail, c'est sûr, mon dossier va se régler. » C'est pas dans un cocktail, dans une conversation de corridor que vous allez rentrer dans des discussions de fond pour vraiment bien comprendre les enjeux avec un ministre, dans le fond. D'où là, l'important, c'est d'avoir des alliés qui peuvent prendre des positions. Parfois, vous, en tant qu'organisation, il se peut que vous ayez des enjeux de prendre parole publiquement. Si, par exemple, vous recevez des subventions, si vous recevez des financements de la part des gouvernements, puis on dit toujours, il ne faut pas mordre la main de la personne qui nous nourrit, tu sais. Mais dans ce cas-ci, vous allez peut-être avoir des alliés dans votre écosystème que vous pouvez leur partager des informations de manière privilégiée, ce qu'on appelle communément travailler en coulisses, dans le fond, pour qu'eux autres puissent faire rayonner votre message et amplifier vos messages davantage. Quand on parle d'alliés, c'est oui, vos alliés externes, mais c'est aussi les alliés au sein de la fonction publique et au sein des partis politiques. Parce qu'une des phrases qui m'a grandement frappé quand j'étais au cabinet de la mairesse au développement économique, c'était « Ben, tu sais quoi, Daniel, c'est bien le fun ce que vous faites, là. » Ça, c'était une autre fonctionnaire justement qui m'avait dit ça. « Ben, tu sais, oui, les élus, ça passe, mais la ville est éternelle. » Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'eux autres aussi, ils ont une grande influence pour les politiques publiques qui vont être écrites et qui vont avoir lieu également aussi. Donc, c'est quelque chose à se rappeler aussi. Et quand on parle d'alliés, parce que là, il y a les élections fédérales qui s'en viennent. Il y a les élections provinciales l'année prochaine. Du côté municipal, il va y avoir des élections au mois de novembre également aussi. C'est vraiment une belle opportunité, un beau terrain de jeu pour vous positionner parce qu'il y a ce qu'on appelle des programmes électoraux qui sont en train d'être rédigés à l'heure où on se parle. Donc, c'est sûr que si vous êtes capable de rencontrer ces gens-là, d'avoir des discussions pour qu'eux autres puissent non seulement parler avec leur base militante, puis peut-être, qui sait, avoir vos priorités en ligne avec les priorités politiques également aussi pour le prochain gouvernement ou la prochaine administration. Là, c'est à garder en tête aussi, ben, tu sais, les priorités gouvernementales, ça ressemble à quoi? Quand vous voulez pousser des dossiers, ben, tu sais, soyez très synthétique dans les documents que vous présentez. Parce que comme Catherine l'a mentionné tantôt, c'est pas vrai que nécessairement l'élu que vous allez avoir devant vous va connaître de fond en comble votre dossier. C'est également aussi vous approcher de manière très tactique et d'adapter vos messages avec l'interlocuteur que vous avez en place. Je pense par exemple à une entreprise dans le milieu de l'économie sociale culturelle à Montréal, qu'eux autres, leur stratégie, puis moi, je tiens vraiment à souligner les bons coups, dans le fond. Eux autres, ce qu'ils faisaient, ben, tu sais, un petit peu dans l'optique de la date, ben, ils ne disaient pas nécessairement ce qu'ils avaient besoin dès le départ. Ils étaient simplement là pour vous se présenter, pour qu'on puisse les connaître, se présenter aux différents élus. Et là, ils avaient quelque chose de vraiment intéressant. Ce qu'ils ont dit, c'est que nous, notre objectif, c'est de démocratiser l'art. C'était vraiment un concept qui était original, qui permettait de penser à autre chose, parce que vous savez, les demandes, on en a beaucoup quand on est au gouvernement. Hein? Donc, avoir un message qui est percutant, qui se différencie des autres, bien, ça permet de mieux comprendre et d'aller chercher un capital de sympathie aussi pour avoir d'autres alliés à l'interne qui poussent également et tout aussi. Je pense également à d'autres stratégies, par exemple, envoyer des communiqués sous embargo. Même si le communiqué ne va rien changer dans mon quotidien le lendemain, bien, en tant que conseiller politique ou cabinet, bien, juste recevoir cette information de manière privilégiée, bien là, ça envoie un message que il y a comme une tentative, un essai de se rapprocher des différentes personnes au niveau du cabinet. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, le plus important, puis ça, je peux juste le répéter, faites vos recherches avant vos rencontres.
Parce qu'il y a peut-être déjà des programmes qui existent que vous pouvez vous cadrer. Il y a peut-être des choses regardez également aussi au niveau des orientations. Peut-être que les projets que vous avez sont complètement à l'opposé des orientations politiques et de la vision du parti politique avec qui vous travaillez. Donc, comme je reviens encore là, adapter votre message, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais au cabinet, il y avait un grand projet en matière de cybersécurité pour la Ville de Montréal qui s'en venait. Au niveau de tout ce qui était incubateur et tout. Et puis, c'était vraiment un contexte difficile. Il y avait un scandale avec le gouvernement du Québec, avec sa clique que vous avez probablement entendu dans les médias. Bref, c'était vraiment pas un bon moment pour sortir la nouvelle et tout. Et parce que les personnes nous ont approchés à avoir des conversations, puis on s'entend, là, la cybersécurité, c'est un domaine qui peut être très, très, très pointu. Ils ont été capables de nous le vulgariser, de faire comprendre l'importance stratégique de ça, et on a réussi à débloquer le tout pour s'assurer d'être du bon côté de l'histoire pour Montréal, dans le fond. Et puis, finalement, concrètement, Catherine en l'a mentionné tantôt, au niveau de la veille politique et réglementaire, oui, il y a des trucs pratico-pratiques que vous pouvez faire pour faire votre vigie. Par exemple, je pense aux scissions ou les meltwater de ce monde. Mais on est conscient aussi que parfois, les moyens d'une organisation à l'autre peuvent varier. Il y a des outils gratuits qui existent comme les Google Alert, comme juste suivre les pages YouTube des différents médias aussi, parce que ça vous permet d'avoir ce qui se passe, ce qui se trame dans l'actualité. Quand on vous dit également de faire une veille, ça inclut aussi les médias sociaux. Ça inclut également, oui, ce qui se dit sur votre entreprise ou organisation, c'est ce qui dit sur votre secteur, mais ce que les partis en place et de l'opposition disent également aussi, parce que parfois, il y a des timings vraiment spécifiques que vous pouvez venir sélectionner et agir à ce moment-là. Il y avait quelques questions dans le chat qui mentionnaient, c'est quand le meilleur timing et tout. Pour pouvoir sélectionner le meilleur timing, il faut avoir cette information-là. Et avoir cette information-là, ça passe par la vigie. Et sachez que les gouvernements et les administrations font cette vigie-là aussi. Catherine l'a mentionné tantôt, quand il y a une lettre ouverte qui sort dans la presse, par exemple, vous pouvez être assuré que les gouvernements et les administrations ont l'œil attentif là-dessus. Et l'inverse est vrai aussi, parce que si vous êtes en mesure de suivre tout ce qui est dans les nouvelles et tout, ça vous permet de raffiner votre stratégie lorsque vous rencontrez les différents décideurs. Merci Daniel, merci à tous les trois. On arrive à la fin de notre webinaire. Je pense qu'on a eu un savant dosage de mise en situation, de peut-être comment mieux aborder l'incertitude, puis un bon mélange de premières actions un petit peu qu'on peut prendre. Je pense que dans un contexte d'incertitude, comme dans n'importe quelle crise, se figer et attendre n'est pas une option. Donc, je pense que nos panélistes l'ont bien exprimé. Évidemment qu'il faut être très réactif, puis il faut se garder beaucoup d'espace mental pour pouvoir s'ajuster en continu, mais de ne pas, je dirais, délaisser des pans importants comme s'assurer qu'on a les bons joueurs, une bonne cartographie, des bons acteurs en présence, qu'on a peut-être des nouvelles relations qu'on doit développer pour pouvoir pallier à celles qui vont peut-être s'amenuiser ou carrément disparaître dans les prochains mois, qu'on comprend bien les priorités du gouvernement, qu'on comprend bien les objectifs, puis comment on peut s'y inscrire, puis qu'on ait vraiment une stratégie de relations gouvernementales et de relations publiques qui soit imbriquée pour pouvoir avoir un impact maximal. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques là-dedans, il y a des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui ou à tout le moins peut-être jeter un nouveau regard sur ce que vous faites déjà. J'espère que ça vous permet d'avancer en ce sens-là. On a encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire. On va voir si on peut y répondre sur le champ. Je vois qu'il y en avait une qui avait été laissée il y a quelques minutes, à savoir... On commence par quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées par vous trois. Je ne sais pas si spontanément, Catherine, je vois que tu ouvres ton micro. Comment arriver à voir clair un peu quand tout est à faire jusqu'à un certain point? Oui, puis une chose qu'on voulait mentionner aussi, c'est que de dire plan de relations gouvernementales, des fois, ça sonne gros. Tu sais, ça sonne... c'est pour une grosse entreprise ou pour une grosse industrie qui va commencer à faire du lobbying, puis tout ça. Mais la réalité, là, mes collègues l'ont touché, là, mais à la base, des relations gouvernementales, c'est des relations humaines.
Donc, quand on dit de faire un plan de relations gouvernementales, des fois on appelle ça feuille de route, plan de match, c'est seulement de structurer quelles sont nos premières étapes. Parce que c'est bouchée par bouchée, petit pas par petit pas qu'on est capable d'avancer. Donc, la question par où commencer, je vois que la personne a mis des actions, mais je pense que la première chose, c'est peut-être de prendre un petit pas de recul parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour bien vous organiser. On l'a dit tantôt, bien définir vos messages, cartographier à qui vous voulez parler, puis avec tout ce qu'on a mentionné, de ratisser un petit peu plus large. Tu sais, par exemple, vous êtes une entreprise qui œuvre dans l'immobilier, par exemple. Ben oui, on pourrait être tenté d'aller voir le ministère des Finances. Mais est-ce qu'on a quelque chose à contribuer sur l'enjeu des zones inondables? Est-ce qu'on est capable d'aller parler à la ministre de l'Habitation parce qu'on a des idées pour la solution à la crise du logement? Bref, de vraiment prendre un pas de recul puis se dire où est-ce qu'on peut aller mettre nos tentacules, c'est quoi nos objectifs. Fait que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on vous dit d'agir, là, mais je pense que de prendre un petit pas de recul pour peut-être mieux se lancer, c'est essentiel là, si vous êtes à vos tout débuts en relation gouvernementale. Puis par la suite, une prise de contact, puis de commencer à développer cette relation-là. J'ai vu l'événement de réseautage, ça peut pas nuire. C'est super d'aller commencer à vous montrer, à aller discuter avec des acteurs du domaine, à des décideurs, que ce soit des panels ou des conférences à vos chambres de commerce locales ou autres, là, mais c'est des bonnes premières pistes. Là. Daniel, je pense que tu voulais... Oui. Je rajouterais également aussi, ce qu'on vous conseillerait, c'est vraiment de le voir comme une stratégie de portefeuille. Lorsque vous allez voir votre conseiller financier, qu'est-ce qu'il vous dit souvent? C'est de diversifier vos investissements. Mais c'est un petit peu la même chose. Dans ce cas-ci, pour s'assurer de maximiser le tout, c'est d'essayer un petit peu de tout, mais de le faire sur le long terme aussi. Pas s'attendre que demain matin, vous allez avoir une rencontre avec le ministre, mais d'aller aux événements. Oui, c'est une très belle piste. Oui, rencontrer les bonnes personnes. Qui sont les bonnes personnes? Ça peut être autant la fonction publique, ça peut être des conseillers politiques que des gens du cabinet aussi. Puis voir tout au long, qu'est-ce qui marche pas. Parfois, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir, puis justement, profiter de cette occasion que cette porte s'ouvre pour développer des liens qui sont vraiment durables. Et de cette manière, vous allez en mesure d'avoir plusieurs personnes avec qui vous allez contacter et d'avoir des oreilles aussi, parce que le plus difficile, c'est d'avoir les informations. Une fois que vous avez plusieurs personnes, donc plusieurs sources, c'est là que vous allez être capable de collecter cette information, puis de prendre des décisions qui sont éclairées et de pivoter aussi. Merci Daniel, merci Catherine, merci Jérôme également. Je pense qu'on va conclure notre webinaire de cette manière, à moins qu'il y ait une dernière question. Non, je vois qu'on est complet. Donc, je vous remercie d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. Puis, vous avez compris que c'est un sujet et des dossiers sur lesquels on réfléchit beaucoup, puis il y a beaucoup de nos clients qui se posent les questions également que vous vous posez. Merci pour les pouces en l'air et n'hésitez pas, si vous voulez poursuivre la conversation, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez toutes nos coordonnées là, à travers l'échange aujourd'hui. Je vous dis merci, puis à notre prochaine Casa Academy.